Merci beaucoup d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, je vais commencer brièvement par me présenter. Pascal, j'ai la chance de travailler pour un groupe qui s'appelle BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Mais pas que, vous voyez, il y a Casden, Natixi, Crédit Coop, etc. Ça fait 32 ans que je suis dans l'informatique. Donc je fais partie d'une race voilà, des dinosaures. Je suis arrivé avec le COBOL, voilà, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas d'internet, enfin bref, la misère quoi. Je suis passionné par mon travail. Pour ceux qui n'ont jamais rencontré d'architecte d'entreprise, je vous invite à aller voir sur YouTube, il y a une petite vidéo de 4 minutes qui s'appelle What is Enterprise Architecture, qui est magnifique, qui est très bien faite, qui vous expliquera pourquoi ce métier est passionnant. J'ai bossé énormément dans des banques finances, bon, j'ai pas fait des tours à la SNCF par exemple, chez ArcelorMittal, mais essentiellement voilà. Et mes deux grandes expertises, c'est le cloud dans toutes ses possibilités, hein. Le cloud, le multi-cloud, le cloud privé, le cloud public et autres clouds de confiance. Et la deuxième partie qui me tient très à cœur, c'est pour ça que je suis là ce matin, le numérique responsable. Donc en fait, je vais essayer de répondre à la question, mais pourquoi un banquier ou quelqu'un qui fait de la finance, d'un seul coup, va s'intéresser à faire des économies de CO2 ou à faire du numérique responsable? Ça paraît un peu antinomique comme ça. Moi, j'en ai déjà entendu qui ont dit à juste titre, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils comptent s'y faire de l'argent, voyez. Donc toute la vérité. Alors, je vais essayer de voir un petit peu, vous montrer un petit peu ce qui est dans la tête des gens, des citoyens et des directeurs informatiques. Donc j'ai bien aimé cette petite partie-là, voilà, ce que vous voyez à lapin, un canard, je ne sais pas si vous connaissez ça. Pareil. J'ai vu un canard. Ça, j'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus, puisque Emmanuel l'a brillamment expliqué. Hein. Aujourd'hui, en tant que citoyen, on a des responsabilités, parce que voilà, on a les objectifs de développement durable. Emmanuel l'a bien expliqué, hein, il y a un moment donné, de toute façon, ça va s'arrêter, on va épuiser les ressources. Et il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de s'y mettre, de faire en sorte, effectivement, de prolonger les durées de vie, d'essayer de recycler, en tout cas de moins consommer, et d'éviter les effets rebonds. Alors aujourd'hui, hein, la vérité sur le numérique, donc moi je vais faire un peu de pub sur la fresque du numérique, parce que je suis fresqueur, voilà, fresqueur sur le numérique. Même si je trouve que la fresque du climat est très bien faite aussi. Il faut d'accord commencer par ça. Et donc évidemment aujourd'hui, hein, on a l'habitude voilà, se divertir, travailler, s'informer, on a parlé du télétravail, se former, faire toutes les démarches administratives, même du shopping. Je ne parle pas de shopping dans le métaverse. Ça demande effectivement des terminaux, des équipements. C'est devenu naturel et même instinctif. J'ai mis chez les moins de 20 ans, mais c'est peut-être chez les moins de 30 ans. Voilà, être numérique responsable. Je trouve aussi que le terme n'est pas forcément facile à comprendre, voire même un petit peu, voilà, pas très vendeur. Donc j'ai vu cette définition, expliquer à un enfant de 5 ans, c'est quoi, tonton, d'être numérique responsable? Et je dirais, c'est de produire et de consommer de manière sobre et frugale les services donc, à disposition de notre vie numérique. Et donc de notre vie tout court, hein, puisqu'aujourd'hui on regarde Netflix, on communique par SMS, etc. Et tout ça sans frustration, parce que si c'est pour frustrer et revenir à l'âge de pierre, j'ai beaucoup aimé l'Himalaya en tongs et en short, j'imagine. Ça ne va pas le faire. Donc en fait, pour les grands, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diminuer nos impacts sur le climat tout en gardant la qualité de vie et tout ce que nous apporte le numérique. Donc ça, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Voilà. L'empreinte, elle est surtout là, hein, dans les terminaux. Je pense que c'était clair tout à l'heure. Hein, voilà. On a souvent, on fustige souvent les data centers. Et en fait, vous voyez, ils ne sont pas si représentatifs que ça en termes d'empreinte. Moi, j'aime à dire qu'en fait, si on vous pose la question complètement, la fabrication par rapport à l'usage, c'est ça. C'est la règle des 80-20. Aujourd'hui,
c'est vrai que c'est important ce que ça va consommer. Mais si vous évitez l'achat, vous évitez beaucoup de l'empreinte. Et donc, il vaut mieux soit pas acheter, soit retarder votre achat, soit dans l'IT, ne pas changer les machines et garder un an de plus. Et c'est là où vous allez vraiment gagner. Aujourd'hui, les systèmes d'information s'appuient sur des solutions, qui soient cloud, cloud privé ou pas cloud. Mais dans tous les cas, derrière tout ça, ce n'est pas du tout du virtuel. Il y a des ressources informatiques. Mais il y a aussi des appareils qui nous permettent de les consommer. Donc aujourd'hui, on a cette partie, je disais, de data center, mais c'est surtout le nombre d'équipements. Voilà. C'est pas parce que l'équipement il consomme les 2 écrans qu'on a, le laptop qu'on a, qui ne consomme pas forcément beaucoup d'énergie. Mais comme ils sont des milliards, c'est le cumul de tout ça qui fait que c'est très important. Et surtout, toutes les ressources qu'il a fallu consommer pour les fabriquer. Donc pour les organismes financiers, je suis passé vite, mais c'est pas forcément facile de passer derrière. Pour les organismes financiers, c'est quoi le risque? Pourquoi ça touche les banques? Et je vois souvent mes collègues des autres banques françaises aussi, ils ont les mêmes réflexions. La première, bêtement, mettez-vous dans la peau d'un responsable d'une assurance. C'est quoi son business, une assurance? C'est de vendre des polices d'assurance, et surtout de jamais vous rembourser. On est bien d'accord. Ouais. Mais si, par mon activité, je provoque des circonstances exceptionnelles qui vont faire que j'aurai beaucoup plus de toitures à rembourser, j'aurai plus d'incendies et donc de dégâts et donc de choses à rembourser, ça va finir par me coûter très cher. Et en fait, je me pose la question, je me dis, bon, à la limite, allez, je vais continuer à vendre des assurances habitation. Oui, mais si ma marge elle est rognée parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il y a des incendies, etc., c'est peut-être tout mon business model qui va être mis en cause. Donc ça va peut-être le coup que je m'intéresse à ça. Voilà, les tempêtes, les inondations, j'ai oublié, les glissements de terrain, etc. Donc c'est tout le modèle économique de l'assurance, de la gestion du risque. Puisque si les conditions font qu'elles se dégradent, le risque va augmenter, je ne vais pas savoir le maîtriser, et donc je ne vais pas savoir maîtriser mes revenus. Donc vous voyez, assez basiquement, même si on est patron d'une assurance, on se dit tiens, ça faudra peut-être quand même le coup que je fasse en sorte que je continue à garder mes marges. Pour la banque particulièrement, c'est un tout petit peu différent. C'est qu'en fait, voilà, l'intérêt de votre banquier, il ne s'arrête pas au ficus de son bureau. J'ai bien aimé ça. C'est qu'en fait, il y a tout un tas d'autres paramètres qui vont arriver. C'est qu'en fait, je vais me poser ma question en tant que consommateur. Est-ce que la banque dans laquelle je suis, elle finance des producteurs d'énergie fossile? Ça va être quelque chose qui va être important. Est-ce que les intérêts les prêts qui sont tout ce qui est financé par la banque, elle va pour du gaz de schiste ou du pétrole bitumineux. Le fait qu'aujourd'hui j'utilise aussi des services financiers, que je fasse des emprunts, que je fasse des placements, que je fasse de l'épargne, est-ce que tout cet argent peut pas servir justement à faire en sorte que notre planète elle reste confortable et qu'on puisse avoir une qualité de vie qui correspond en fait à ce qu'on souhaite pour nous et puis pour les générations futures. Donc tout ça rentre dans la tête des gens. Et en fait, en termes d'image, vous voyez simplement, quand je vais reprendre l'histoire du catamaran avec Clarisse, là, vous savez, au Populaire. Là. On lui retire son bateau, on lui a remis son bateau, enfin, je n'ai pas tout suivi, mais tout de suite, l'impact, c'est énorme en termes d'image. Donc là, imaginez que demain, une banque allait montrer du doigt parce que, par rapport aux autres banques, elle a autant de clients, mais elle a son empreinte CO2 qui est 2 fois ou 4 fois supérieure. Vous imaginez en termes d'image ce que ça peut être. Donc c'est très important pour les organismes. Ensuite aussi, il y a des banques dites vertes.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur LinkedIn, il y en a pas mal, hein, Gringot. Ouais, voilà. Peut-être vous-même, vous avez des comptes chez Gringot. Ouais, je vois monsieur. Bravo, vous avez un compte chez Gringot, c'est très bien. Je peux vous demander, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie à un moment donné de souscrire un compte chez Gringot? Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas moi, on ne se connaît pas, hein, on n'a pas préparé le sketch avant. Voilà. Vous voyez, comme quoi ça a un impact très important. Et donc, en fait, forcément, on se dit, tiens, de toute façon, il faut bien que j'ai un compte courant, et il faut bien que j'ai possibilité d'épargner ou d'emprunter. Pourquoi pas confier toutes ces tâches-là à une banque dont c'est l'éthique. Ma banque aussi peut financer des projets de décarbonisation ou de projets durables. Vous savez, les caisses d'épargne, c'est 1818. Au départ, ça a été créé comme ça pour faire de l'épargne. Il ne faut pas s'oublier que pendant 150 ans, il n'y avait qu'un seul produit qui s'appelait le livret A. Voilà. Donc c'était surtout social. Et très vite, ça a permis aussi de financer des logements sociaux. Vous voyez, comme quoi il y a toujours eu un après en se disant, eh oui, mais tout cet argent-là, à quoi il va servir? Donc social ou environnemental. Donc c'est important en termes d'image de se dire, tiens, tout en ayant en fait, comme tout à chacun, un compte, si ma banque en plus, elle peut, voilà, elle est éthique, elle peut financer des énergies durables, elle peut améliorer la biodiversité, si elle peut faire des choses qui vont vraiment aider au changement climatique et éviter la catastrophe que certains annoncent, eh ben on ne va pas s'en priver. La future législation, Emmanuel en a parlé un tout petit peu aussi derrière. On est extrêmement vigilant par rapport à ça, à tout ce qui se fait au niveau de l'Europe, au niveau de la Banque Centrale Européenne aussi évidemment, et à toutes les réglementations. Vous avez vu il y a 5-6 ans maintenant la vague du RGPD. C'est quelque chose qui était nécessaire. On l'a anticipé et on a fait en sorte d'être conforme au maximum. Et je peux vous dire que des audits de conformité, on en a tout le temps, et tant mieux. D'accord ? Moi, je me dis que très rapidement, on va avoir une législation qui va nous contraindre sur nos émissions de gaz à effet de serre. Dans notre plan stratégique chez BPCE, on a décidé, on a promis de réduire de 15% notre empreinte numérique sur 3 ans. C'est un projet qui s'appelle 2024. Et donc l'année prochaine, on est bien parti pour y arriver. Donc on aura quand même réduit de 15%. On verra ensemble comment on s'y est pris. Mais on se dit que si aujourd'hui on a les bons outils, les bonnes pratiques, que c'est bien dans le bon mindset, on va y arriver. Et donc s'il y a une future législation, par rapport à d'autres, on sera pas mal, on sera en bonne position pour y arriver. Donc le fait d'anticiper, de se préparer naturellement, de mesurer, de contrôler, etc., ça va permettre de ne pas se retrouver justement dans la classe des mauvais élèves et de préparer la suite. Alors, vous voyez aussi qu'au niveau de la France, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de forestation verte. Il y a tout un tas de chantiers voilà, ils sont là. Je ne vais pas tous les citer. Hein. Mais vous voyez, il y a des cités, il y a un thème sur le financement et il y a un thème sur le numérique. Alors, je vous l'ai entouré ici. Hein, voilà. Le numérique responsable fait vraiment partie des ambitions de France Nation Verte. Donc, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu, on l'a vu au niveau législatif, sans doute européen, mais c'est aussi un enjeu écologique pour la France. Alors vous allez me dire, Pascal, c'est gentil tout ça, mais comment on va faire? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la banque ou dans la finance, là, parmi vous. Ouais, monsieur, madame, vous êtes... D'accord, et madame? D'accord. Et pour vous, vous avez déjà aujourd'hui du numérique responsable? Vous avez déjà... Non, et monsieur, non plus? D'accord. Oui, je comprends. Nous, on est juste 8000 informaticiens. Ça fait, c'est sûr. Donc, comment faire? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'INR il y a déjà 4 ans, avec mon ami depuis toujours.
C'est lui qui a, voilà, il était dans mon équipe d'archi, c'est lui qui m'a un jour éclairé quelque chose, qui m'a dit Pascal, tu connais bien toi toute cette partie infra, data center, cloud, etc. Tu vas nous aider. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu, voilà, je me suis un petit peu intéressé, j'ai vu à quel point c'était passionnant, mais je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Moi, j'ai une lettre de mission là, qui me dit maintenant, tu vas produire des services numériques qui sont performants, qui sont concurrents, qui sont à date, et donc c'est à date, ça veut dire pas trop tôt ni trop tard, qui correspondent aux besoins des métiers, mais en plus, tu vas réduire notre empreinte, ça va être écologique, ça va être très compliqué. Donc là, je vous ai mis quelques idées qui ne manquent pas. En haut à droite, vous allez retrouver la gestion des déchets électroniques, on en a parlé tout à l'heure. La frugalité dans les usages aussi. Alors j'insiste ici notamment fonctionnel. Le nombre de fois où un PO, un product owner, vient avec sa liste de courses et veut une appli, qui est géniale, une appli mobile, où il y a 15, 20, 30 fonctionnalités, et où un an après on regarde, il y en a 2,5 qui servent. J'exagère à peine. D'accord? Et ça, si dès le départ, encore une fois, la meilleure économie qu'on fait, c'est la dépense qu'on ne fait pas, d'accord? Si dès le départ, en fait, on a formé aussi ces gens, ils vont peut-être aussi être un petit peu plus, je sais pas, frugaux, ça se dit, oui, dans les usages. Acculturer et former les collaborateurs. On a eu la chance, on a toujours la chance, nous, d'avoir mis en place un grand programme de formation. J'ai la chance, d'ailleurs demain, d'organiser encore une formation pour les architectes sur le numérique responsable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie des habitudes. Quand vous avez l'habitude, je vais dire une bêtise, d'éteindre la lumière quand vous sortez de la salle de bain le matin, quand vous avez l'habitude effectivement de réfléchir, moi j'adore le vélo, parce que je vais y aller à vélo, parce que je vais y aller en bagnole, mais peut-être que voilà, dans votre travail, après c'est pareil, quand vous allez faire votre travail, que vous soyez dev, que vous soyez à la prod, que vous soyez architecte, que vous soyez PO, que vous soyez dans vos achats, ça va faire partie de votre année parce que vous êtes acculturé à ça. Donc systématiquement, vous allez mettre en place des bonnes pratiques. Donc pour les avoir, ça veut dire que dès le départ, déjà, vous avez dû suivre des fresques pour avoir un copain, une copine qui vous a expliqué que, et puis aussi, surtout, vous allez devoir former les collaborateurs et surtout maintenir cette formation à jour par rapport à ce qui existe, par rapport aux offres, par rapport aux technologies. La durée de vie, je ne vais pas m'étendre, mais par exemple, voilà, un cas tout bête, vous avez aujourd'hui des fournisseurs de serveurs, je ne vais pas les citer, qui s'appellent quelqu'un comme IBM, Cisco ou HP, qui vous disent, ben moi, au lieu de vous faire un contrat de maintenance sur mon matériel de 3 ans, je vous fais pendant 5 ans. Mais mieux, je vous donne, dès le départ, je m'engage sur une valeur de rachat de votre matériel dans 5 ans. Je m'y engage. Et dans 5 ans, je viens dans vos data centers, je récupère la machine, et elles sont vendues dans un second marché. C'est des gens qui ont moins de besoin. Vous avez peut-être mis 195 VM sur votre machine. Peut-être que demain, vous en aurez 300, mais je ne trouverai pas un client qui sera trop intéressé de mettre 195 VM sur ce site. Et donc, je vous le reprends. Et quand vous allez être là, vous devez peupler un data center, vous avez 4000 machines à acheter, c'est quand même intelligent de le faire à ce moment-là. Non seulement vous gérez votre cycle de vie, vous réglez le problème quelque part des déchets, en tout cas à court terme, et surtout vous vous assurez que le cycle de vie dès l'acte d'achat, il est pris en compte. Les achats raisonnés, voilà, le reconditionné. Alors, le reconditionné, moi j'avoue qu'on n'est pas trop sur ce thème-là actuellement. Je le fais à titre perso, évidemment, mais c'est quelque chose qui peut être largement aussi déployé si c'est possible. Aujourd'hui, il y a des offres de reconditionné. Donc, pour prolonger la durée de vie des équipements, on l'a fait. Alors, non, c'est pas tout à fait vrai. Ce que je dis là, c'est que les téléphones d'entreprise qu'on a, quand ils sont changés, en fait, on propose aux gens de les garder et de les conserver. On ne les change pas forcément automatiquement. C'est aussi un niveau de risque. Les phéromones, on en a parlé tout à l'heure. Faire une revue systématique sous forme d'audit. Souvent, j'entends parler de sujets qui s'appellent les maîtrises du coût du run. Vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là. C'est-à-dire, en fait, on fait en sorte que notre
nos dépenses de production baissent, ou en tout cas elles soient maîtrisées. Moi, ce que je vous engage, c'est de dire on va faire une revue, mais au lieu de faire un total en KE à la fin, on va faire un total en CO2. On va dire aussi le nombre d'allers-retours Paris-New York que ça fait, au nombre de douches chaudes, et ça va avoir un impact. Parce que quand on propose deux scénarios d'architecture, on dit qu'il y en a un qui coûte peut-être une fois et demie plus cher que l'autre à construire. Oui, mais sur la durée, une application va tenir 7 ou 8 ans. À la fin, son impact va être de moitié moins que la première. Et je peux vous dire que ça peut être des éléments discriminants pour aider les décideurs à choisir. Éviter l'obsolescence programmée. J'ai bien aimé ton exemple de tout à l'heure. Moi, je vais le tour aussi sur un petit équipement. Il paraît qu'ils mettent maintenant des engrenages en plastique qui durent 2 ans et 1 jour. Soit une garantie de 2 ans, vous voyez. Ça, c'est une catastrophe aussi. Donc, si on peut l'éviter. Alors, ça, c'est complètement dans mon cœur de métier. C'est changer l'éco-score dans le patrimoine de ici. Il y a des urbanistes chez vous, ici, des architectes fonctionnels. Je parle chinois. Quand on cartographie un système d'information, on a la chance d'avoir plus de 1500 abonnés chez nous. Dans la carto, en fait, on met plein d'informations sur les blocs applicatifs, sur les entrées-sorties, sur les data, etc. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est vous y mettez aussi un petit éco-score. À quoi ça sert? Quand l'année suivante, le métier vient de vous voir, ils disent voilà, on a un projet, des fois il y a même complémentaire, on va faire évoluer telle ou telle partie de l'appli. Vous pouvez en profiter pour dire on va le reconstruire, parce que ton appli a déjà 7 ans, la MCO, enfin bref, elle est un peu obsolète. On va la reconstruire, mais on va la reconstruire durable. Vous voyez ce qu'on applique aujourd'hui dans le bâtiment, pourquoi pas l'appliquer aussi dans l'informatique? Donc en fait, on répond aux 2 challenges, c'est qu'on répond aux besoins du métier, de faire du business, d'avoir des applis qui sont sexy et fonctionnelles, mais en plus, pourquoi pas améliorer leur éco-score, sauf que pour les améliorer, il faut déjà connaître l'éco-score de celle qui tourne actuellement. Voilà, et puis, je vais y venir juste après, mais on sait bien maîtriser que ce qu'on consomme. Donc si vous partez d'une feuille blanche, déjà faites un macro-découpage, mettez de côté ce qui est fronton web, tout ce qui est accessible, tout ce qui est API Gateway, tout ce qui vient de vos usines de dev, tout votre chaîne CI/CD, toute votre partie VM, toute votre partie Kubernetes, container, etc. Et faites déjà des grosses masses. Ça va vous servir à quoi? Déjà à vous rendre compte de votre patrimoine, et ça va vous servir aussi à vous outiller et à mesurer les bonnes parties. Évidemment, si vous n'avez aucune VM et que des conteneurs, vous oubliez cette partie-là. Si vous n'avez pas d'API Gateway, que sais-je, vous n'allez pas vous y intéresser. Mais au moins, voilà, découpez votre système d'information par grandes parties comme ça et regardez ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer ou est-ce qu'il y a éventuellement des trous dans la raquette. Voilà pourquoi, parce que pourquoi c'est difficile? Parce que souvent, on est soit sur des déclaratifs, soit on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure. C'est ça qui est compliqué. Je ne parle même pas du scope 3, hein. Voilà, là c'est la foi. Donc, utilisez un label, mettez-vous d'accord si c'est possible. Et puis, votre éco-score, il doit être composé de quoi? Alors, surtout pas du nombre de kilowatts qui rentrent dans votre data center. Ça, c'est la mauvaise idée. C'est déjà regarder, en fait, si votre ce qui est utile, il peut être réemployé. Regardez aussi comment est utilisé votre usage, la fameuse règle des 3 U. Est-ce que c'est utile, ma fonctionnalité? Est-ce que c'est utilisable ou est-ce que c'est utilisé? Voilà. Aujourd'hui, quand vous avez une appli mobile, vous avez des tas de possibilités. Est-ce que vous bloquez votre carte tous les jours? Est-ce que vous faites des virements sur des comptes à l'étranger? Est-ce que vous faites ce genre de choses? C'est pas forcément évident. Donc on a une initiative actuellement, là, c'est qu'en fait on va faire un portail dit low-tech, où on va prendre que les fonctionnalités qui servent à tout le monde. C'est, je consulte mon compte, est-ce que j'ai reçu mon salaire? C'est quoi ce chèque? Voilà, les trucs de base.
Ça va avoir plein d'avantages. Le premier, c'est qu'on va faire un site qui va être hyper light, qui consomme 50 fois moins que le site actuel. Mais surtout, ça va nous permettre, on a un petit peu parlé tout à l'heure, d'inclure des gens aujourd'hui qu'on n'arrive pas à inclure. Aujourd'hui, on a 16% des gens qui payent un abonnement à la banque à distance et qui n'y vont jamais. Et pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'ils ont la trouille, ils ont peur. Une peur de mal faire. Je ne parle pas forcément des plus de 80 ans, où eux, forcément, je comprends qu'il y a des difficultés. Il y a aussi des jeunes. Ils sont devant leur appli bancaire et déjà, ils ne savent pas si c'est la bonne ou si c'est un fake. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont reçu un SMS à la con, mais ils ne savent pas trop. C'est normal, ils sont un peu parano. Il y a tellement de cyberattaques là-dessus. Puis une fois qu'ils ils veulent faire un virement, on leur explique qu'il faut rentrer le code IBAN. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il va falloir 3 jours pour que ce soit validé. Qui valide? Pourquoi il valide? Moi, j'ai envie de faire un virement tout de suite. Ah, vous voyez, voilà. Moi, je ne suis pas étonné quand je vois des paiements par téléphone, etc., que ce n'est pas forcément la fake, même ici. C'est tellement facile. L'autre jour, je me suis fait avoir, j'attendais un truc à manger, et il n'y avait que 2 ados devant moi. Je me dis, c'est bon, ça va, c'est facile. Pas du tout, ils avaient reçu des vidéos pour toute la classe qui était derrière. J'ai dû attendre pendant 3 quarts d'heure. Et je me suis rendu compte que leur moyen de paiement, voilà, parce que c'est facile, c'est du numéro de téléphone, c'est voilà. Et donc je me dis, tiens, si on pouvait aller toutes ces fonctionnalités comme ça qui sont simples, qui sont vraiment utiles, on aurait gagné aussi beaucoup. Donc ça fait partie aussi, vous voyez, d'une des solutions. Le guide des références, on a parlé tout à l'heure un peu du fameux GR491. Alors, nous, on les a pris, c'est assez indigeste. Il y a beaucoup de choses. Et puis on s'est dit, tiens, tout ce qui est dans notre cadre d'architecture qu'on l'a déjà fait, qui est dans ce GR491, on va le considérer comme acquis et on va l'éliminer. Donc des gens, on a pu récupérer que 260. Et après, ça parce qu'en fait, on fait notre travail d'architecte, on a des normes, on a des cadres, et on essaie de les respecter. Et ensuite, on a dit dans cela, qu'est-ce qui est important pour nous? Et on a refait un truc. Et en fait, on a fait le top 20 des règles d'éco-conception, le top 20 des règles d'architecture, le top 20 des règles de sécurité, etc. Et en fait, on les a mis dans les livrables des projets de chacun des métiers. Voilà. Et donc, en fait, comme ça, quand quelque chose arrive à bout touchant et qu'on va passer au mode de production, on va avoir des millions de personnes derrière, on a déjà checké un bon nombre de choses et surtout, on a mis la bonne référence de conception devant la bonne personne. Puisque, voilà, l'expert en sécurité, il ne comprend pas forcément ce que c'est qu'une problématique de dev. Pareil, les développeurs n'ont pas forcément compris pourquoi l'architecture qui est derrière, on l'a mise de telle manière ou de telle manière. Et le gars qui, au final, dans les data centers, il n'a pas compris non plus pourquoi on a décidé de sizer ces trucs-là. Et lui, il est juste là pour produire la solution informatique. Donc, si on résume ce que je vais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que si vous mesurez bien aujourd'hui ce que vous avez, avec les bons outils, que vous êtes assuré qu'en fait vous avez mis physiquement en place de la façon la plus frugale possible vos équipements, que vous avez suivi les bonnes pratiques et que vous avez émergé dans des lieux où effectivement on a été le plus loin sur l'alimentation en énergie verte, en économie d'eau et en PE, bah déjà c'est pas mal. Vous avez fait déjà des grosses économies. Vous avez fait déjà, allez, on va dire 20-25% du chemin. Donc en fait, il faut comprendre les enjeux, on l'a vu, mais le rôle de chacun. Dans l'informatique, je me suis mis à l'écouter la dernière fois, je me suis arrêté, j'étais à 400. Parce qu'il y a beaucoup de spécificités, c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier. Mais c'est pas évident. Et donc, il y a 400 métiers. Après, il y a autant d'idées que de personnes. Et donc, en fait, c'est pas évident à la fois de sensibiliser, d'acculturer et de faire en sorte que ça fasse partie du travail. Donc, on le disait tout à l'heure, hein, moi c'est pareil, j'ai pris 2 ou 3 alternants, c'est très facile de trouver des gens qui sont intéressés par ça. C'est plus facile chez les moins de 40 ans. C'est sympa, hein, c'est toujours sympa. Mais ça finit par rentrer dans la tête de tout le monde. Voilà, donc voilà, je vous ai mis un PO,
un développeur, les acheteurs, avec qui je travaille beaucoup. Les acheteurs, les achats, ils ont un rôle prépondérant. Et les achats, on les voit sur ce sujet, sur 3 grands thèmes. Évidemment, les équipements, mais aussi les logiciels et aussi la prestation intellectuelle. Et là, systématiquement, voilà, la première chose qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a revu les demandes, on a revu aussi les critères de choix lorsqu'il y a des appels d'offres, et on y a mis systématiquement du numérique du soft derrière. Et donc ça a permis déjà de beaucoup rationaliser le catalogue et les fournisseurs. Ensuite, on s'est attaqué à la partie architecture, parce que c'était là où il y avait aussi beaucoup à récupérer, et c'est logique, parce que c'est un petit peu comme dans le bâtiment. Quand vous êtes à la base de fabriquer un bâtiment, l'architecte il a un rôle prépondérant. Une fois qu'on avait fait ça, on s'est attaqué à la conception. On est parti au niveau des devs, et puis au final, en fait, on a tous les corps de métier qui sont impactés, et on a fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a fait des formations spécifiques pour chacun des métiers. Alors, un directeur, on va lui proposer une formation de 50 minutes, un PO, on va lui proposer une formation de 2 heures, un architecte, une formation d'1 heure, et d'une journée, et un dev, une formation de 3 jours. Vous voyez, on a segmenté les choses. Les achats aussi, évidemment, sont de la partie. Voilà. Donc, une des réponses et une façon de faire en sorte que c'est moins difficile, c'est qu'on va comprendre les enjeux et on va y mettre ça de chacun. Alors, on les a mis dans les livres à projet, on les a mis dans les méthodos, mais vous avez tout un tas de possibilités pour les mettre en place. Donc, les bonnes pratiques et les pièges les plus courants. Je voulais vous partager mon expérience. Donc, en fait, voilà, les bonnes pratiques, c'est qu'il faut que ça soit une démarche, on n'a pas dit ça encore, de toute entreprise. C'est-à-dire que si votre top management, si vos directeurs ne sont pas convaincus, laissez tomber quoi. Ça ne marche pas. Ça peut être que du haut vers le bas. Il faut qu'il y ait vraiment une politique d'entreprise, il faut qu'il y ait un plan stratégique, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut que les gens soient vraiment conscients. Et s'ils sont conscients, c'est parce qu'évidemment, dans leur business, ils se sont rendus compte que c'était intéressant. On l'a vu tout à l'heure, en termes d'image, en termes d'économie, en termes de risque. Donc, si c'est des démarches dans toute entreprise, déjà, vous avez gagné. Ensuite, acculturer, former, on vient de le voir. Et puis aussi faire le ménage dans l'existant. Alors, moi, j'aime pas trop ces journées, la journée du mail, je sais pas, la journée du Teams, où on doit faire du ménage. Moi, j'y crois pas trop, ça. Peut-être aussi parce que je suis fainéant, et moi aussi, j'écoute tout le monde une boîte mail avec 40 000 messages que je n'ai pas vus. J'y crois pas trop. Mais par contre, voilà, faire en sorte de simplifier pour éviter de rajouter des briques, de faire du ménage mais en bloc, en vidant toute une partie de l'existant, en forçant aussi parfois le renouvellement, notamment sur l'obsolescence, ça va permettre déjà de faire des grosses économies. C'est pragmatique, hein, je ne suis pas là pour vous apprendre des choses complètement extraordinaires, mais je peux vous dire qu'en mettant en place au moins ces 3 choses-là, vous allez très très vite obtenir des résultats. Donc, si je veux faire un retour en quelques instants des bonnes pratiques qui sont basées sur mon expérience depuis 4 ans, c'est d'avoir les indicateurs. Voilà, si vous avez des bons indicateurs, s'ils sont fiables, s'ils sont produits, s'ils sont présentés à la direction générale tous les mois, déjà vous avez fait une bonne partie du chemin. Évidemment, maîtriser son parc, si vous rajoutez des terras, des pétaoctets tous les mois, et que vous ajoutez 1000 VM chaque mois, forcément, il y a un moment donné, vous ne maîtrisez pas et vous n'allez pas y arriver. D'urbanisation sur le système d'information, donc je ne vais pas vous saouler avec ça, mais voilà, si vous avez bien cartographié, bien urbanisé, vous allez éviter de devoir refabriquer à chaque fois et vous allez beaucoup réutiliser.
avoir un schéma directeur, donc métier, et un schéma directeur numérique responsable. C'est-à-dire, en fait, vous présenter à vos dirigeants là où vous en êtes et là où vous serez dans 3 ans, avec un petit point dans 1 an et demi. Vous allez voir que déjà, ça va vous permettre déjà d'avoir une vraie stratégie de gestion de votre système d'information, mais aussi de votre empreinte sur le numérique. Se poser la question régulièrement et à travers des audits de cette capacité d'amélioration par rapport aux usages réels. Oui, vous savez, le fameux truc qu'on a sizé pour 30 000 internautes par minute, ils sont 2. Voilà. Non, ils ne veulent pas, c'est rien. L'appli qui devait tourner, on a fait des produits, on devait en vendre 200 par jour et on en a vendu 4 par an. Voilà, ce genre de choses. Donc, attention à ça. Sa politique d'approvisionnement, ça on l'a vu, et les choix des fournisseurs, on l'a vu aussi, ça se fait à travers les échanges. Donc, mettons en place des indicateurs, des KPI, et choisissez les biens et automatisez-les comme ça, tout le monde vous êtes tranquille avec ça. Et en fait, ça permet d'avoir un suivi et ça permet aussi, je dirais, en plus c'est stratégique, parce que l'année d'après, ça vous permet d'obtenir des budgets pour continuer, parce que vous avez montré que vous avez produit des choses. Voilà. Alors les pièges dans lesquels je suis tombé, comme il y a beaucoup de gens qui tombent évidemment dans ces pièges, on les connaît et on ne peut pas s'empêcher. Le premier, c'est celui de vouloir tout mesurer, tout calculer. Alors moi, je suis tombé sur les personnes, vous voulez trouver le moindre microgramme de CO2 de l'application, truc, etc. Non, là, ils partent en masse. Voilà. Vous dites aujourd'hui, ma membre à distance, c'est autant de CO2, mes offres de presse, c'est autant de CO2, etc. Ne pas avoir d'engagement de réduction chiffrée en tonnes de CO2, pareil, parce qu'en fait, en fonction de comment vous allez calculer, c'est facile, hein, vous pouvez faire mentir les chiffres. Mais parlez plutôt de pourcentage. Voilà, dites, voilà, je vais réduire. Ou alors, encore plus intelligent, parfois, si vous dites, je vais faire une croissance de 20% sur mes clients, mais je vais rester à ISO. Voilà, c'est une façon de faire aussi. Ne pas rester sur du déclaratif, hein, parce que le nombre de fois où, effectivement, on le voit dans le calcul RSE, on déclare en fait des dépenses. Essayez d'automatiser le maximum. Nous, dans nos chaînes DevOps, on a mis en fait, avec SonarCube, tout un tas d'indicateurs qui automatisent les choses et qui intègrent directement ces empreintes de la fabrication. Ne pas suffisamment investir dans la formation. L'offre est assez pauvre, donc faites votre catalogue de formation si vous pouvez et formez les gens par rapport au plus proche de votre business et de vos habitudes. La démarche, je vous l'ai dit, qui doit venir du haut. N'oubliez personne, ni les métiers, ni les product owners. Et puis, voilà, si vous ne communiquez pas ouvertement derrière vous, si vous n'amenez pas des conférences aujourd'hui pour montrer ce que vous faites et ne partagez pas, vous n'aurez pas non plus réussi votre mission. Voilà, je vous remercie. Et c'est incroyable, j'ai tenu le timing. Pourtant, je suis un bavard, mais alors, c'est pas possible. Des questions, s'il vous plaît. C'est par rapport à votre engagement de réduction de 15%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez chiffré sur les différents axes qu'est-ce que ça vous amène justement pour atteindre ces 15%? Et lié à ça, c'est vous parlez beaucoup, vous avez commencé par dire que le matériel représente 80% des émissions. Mais là, vous focalisez quand même la présentation sur vos solutions informatiques, sur les solutions. Ok, ça va impacter le matériel, mais dans quelle mesure vous avez agi sur le matériel aussi, peut-être sur la rationalisation notamment au niveau des postes finaux ou de ces choses-là pour atteindre ça? Oui, bonne question, effectivement. Alors sur le matériel, on a fait une chose, c'est qu'en fait on a standardisé au maximum, parce que ça paraît bizarre, on n'avait pas tous les mêmes fournisseurs, les mêmes choses. En standardisant, on a évité d'avoir des postes particuliers, voilà. Et on a beaucoup monté sur la durée de vie. On a fait aussi un truc tout bête, c'est les mises en veille automatiques. Voilà, pour les analyses aussi.
Sur la réutilisation, c'est ce que je disais, on croit systématiquement des avantages sur les smartphones aussi. Sur l'empreinte elle-même, je ne vous cache pas que les 15% on va les atteindre, je suis persuadé, pourtant on en 2024, on va y arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait vu déjà des grosses pistes d'économie dès le départ, notamment des logiciels qui se recouvrent ou des fonctionnalités qu'on retrouve à différents endroits, ou bien le logiciel qu'on a 4 fois dans la maison, mais de 4 éditeurs différents. Voilà. Donc, ouais, ça vous fait rire, pourtant ça arrive. Voilà. Alors ça doit être encore pire dans les boîtes où ils ont des croissances externes. Vous savez, quand vous rachetez votre concurrent, il avait forcément les trucs. Voilà. Après, on a mis des choses aussi. Moi, je suis particulièrement content d'Office 360, par exemple. Alors souvent, les gens me disent « Ouais, mais tu dis n'importe quoi, parce que ma boîte mail, avant, elle faisait 20 mégas, mais maintenant, elle fait, je sais pas, 4 Tera. » Mais c'est pas vrai, parce qu'avant, les gens comme moi, on achetait un disque dur externe à la FNAC, on venait, on le mettait, on copiait son PST, et l'empreinte sur la planète, elle est catastrophique, parce que j'ai dû fabriquer un disque dur, je vais mettre mon PST, puis je vais le laisser dans mon tiroir pendant 10 ans, parce que j'irai jamais rechercher mes archives. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ouais. Alors que l'effet de les mettre dans le cloud, c'est pas beau, etc. Bah oui, mais en fait, au bout du compte, on consomme beaucoup moins et on produit beaucoup moins de CO2 en ayant cette politique. Ok ? Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Merci. Oui. Est-ce que dans les faits, on peut faire des choix responsables en entreprise qui ne soient pas assortis d'opportunités de communication ou de gains financiers ? Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, la recette qu'on a, nous, c'est qu'on met systématiquement 3 critères de décision. On met le critère financier, classique. On met le critère de temps, c'est-à-dire est-ce qu'on sera prêt à temps par rapport aux échéances, etc. Un petit peu aussi sur le cycle de vie. Et puis on y met systématiquement une empreinte sur la planète. Et après, on laisse les décideurs décider. Nous, on fait notre job. Et si le décideur décide qu'il prend la solution la moins chère, qu'il se fiche du reste, c'est de sa responsabilité. S'il va prendre une solution qui est plus durable et plus écologique, mais 2 fois plus chère, c'est aussi lui qui décide. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et souvent, en fait, la nature est quand même assez bien faite. C'est que souvent, il y a un scénario qui sort, qui est peut-être les 5-10% plus cher, mais qui, sur la durée, de toute façon, au bout du compte, va être largement amorti et va beaucoup réduire notre empreinte. Voilà. Et donc, il va permettre, au fait, au final, de respecter nos promesses. Hein. Et j'en ai parlé un tout petit peu là, mais ce facteur d'attractivité des jeunes, je peux vous dire qu'il est flagrant. Alors c'est encore plus vrai quand vous faites des entretiens d'embauche. Moi, je vois si je n'arrive pas à séduire un petit peu mes candidats, mes candidates, en expliquant qu'on est peut-être banquier, on a peut-être 200 ans d'âge, mais on fait super gaffe à la planète et on pense aux générations futures. Je peux vous dire que ça, dans la tête des jeunes, ça a une importance très importante et j'en suis ravi. C'est aussi un facteur d'attractivité. Je dirais inversement, sur le marché de l'emploi aujourd'hui, si vous avez le choix entre 2 boîtes, une qui est propre et une qui est sale, je vais dire ça comme ça, le choix va être vite fait, je pense, si vous êtes ingénieur de moins de 30 ans. D'autres questions ? Oui ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Si vous en faites d'autres, je suis preneur pour y assister. Parce que là, tout ce que vous avez dit, moi j'aimerais bien aller dans le détail, parce que dans mon métier, on a des réflexions de diminution de coûts par rapport à l'infrastructure. Là, je vais essayer de me concentrer sur l'infrastructure. Diminution de coûts pour éteindre par exemple l'infrastructure la nuit, etc. Mais c'est très difficile de vendre, et là vous venez de dire, de vendre au métier et de justifier que soit au départ pour le choix de la solution, mais aussi lorsqu'on est en mode agile et on a une équipe qui s'occupe du run, de justifier, de prioriser ces évolutions. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour mettre en avant et pour aider le décideur, donc le product owner, ou potentiellement plus haut encore,
pour vraiment justifier encore plus et prioriser surtout? Ah, c'est compliqué, effectivement, parce qu'après, c'est une question de charisme et de personne aussi, donc, et d'affluence. On a certaines petites astuces. Déjà, l'histoire de je réduis mon infra la nuit, je la réveille la journée, etc., ça ne marche pas, ça. Parce que c'est trop compliqué. Je me mets dans la peau de quelqu'un de la prod. C'est trop compliqué d'assurer le service à 8h le matin quand tout se met en place. C'est compliqué parfois aussi quand ça dort, de réveiller, etc. Enfin, bref, ça peut générer des incidents de production et les CLA ne sont pas atteints. Et donc vous allez avoir. Par contre, vous pouvez avoir d'autres astuces, c'est-à-dire en fait mieux répartir votre charge, faire du débordement dans le cloud ou des choses comme ça en fonction des pics de charge. Enfin, vous avez des possibilités. Après, pour l'histoire des PO, moi j'ai une proposition à vous faire. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. C'est qu'en fait, vous challengez vos PO et vous leur donnez plus de responsabilités, plus de budget l'année prochaine, s'ils ont effectivement conçu des applications qui sont taillées au mieux par rapport aux besoins du métier. Et ça, je peux vous dire que ça marche super bien. C'est un petit peu la carotte, mais voilà. Et donc en fait, vous avez des gens qui naturellement vous jouent le jeu et on les voit très vite. Ils se retrouvent. Alors, vous pouvez faire des jeux, des récompenses. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Après, effectivement, c'est compliqué d'aller dans le détail. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur ce sujet-là, donc ça commence à faire. Mais bon, j'en apprends tous les jours, je vous rassure. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais donc, je pense que les clés, là, je vous les ai données. N'oubliez personne, communiquez, mettez bon les indicateurs, mesurez bien. Déjà, si vous avez fait ça, prouvez que vous existez. Ça, c'est très important. Après, en fonction du métier, il y a un impact qui est clair ou pas sur l'image. Alors, c'est rigolo parce que, je ne vais pas les nommer, mais il y a mes collègues des autres banques, des fois, là, qui me sollicitent. Ils disent « Vous avez fait ça chez vous ? Comment vous avez fait ? On se fait un Teams, etc. » Voilà, parce qu'ils sont... Puis d'autres qui sont, ils sont un petit peu à l'avance aussi ou qui ont prouvé des choses. Pas forcément dans la banque. On en croise chez EDF, chez Airbus. Des gens qu'on croise régulièrement. Et c'est une communauté qui, je trouve, qui est relativement bienveillante, qui est représentée aussi par l'INR. Et donc, en fait, ça fonctionne, quoi. On se donne aussi les bonnes pratiques. Et puis surtout, il y a un truc que je n'ai pas dit, surtout. Mais faites très attention. Il y a énormément de solutions sur le marché, d'éditeurs, franchement, qui ne valent pas la peine. Voilà. Si vous savez faire du Power BI, vous allez le faire mieux qu'eux. Enfin, voilà, je ne vous l'ai pas dit. Je jurerais que je ne vous l'ai pas dit, mais franchement, à chaque fois, moi, j'y crois. Je vais aux présentations. Ah ouais, c'est beau, il y a des beaux dashboards. Mais en fait, il n'y a rien derrière, quoi. Donc, et je sais pas ce que tu en penses, mais c'est clair. Bon. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé de comment ça s'appelle, la base de données, tu sais, des équipements Négaoctet. Ouais. Ouais. Il y a même des éditeurs, j'ai vu, ils viennent, alors ils sont encore plus simples. Ils ont fait un beau Power BI, ils ont mis Négaoctet derrière. Et voilà, ils vous balancent ça pour plusieurs dizaines de millions d'euros, dizaines de milliers d'euros en tout cas. Et puis après, une fois qu'ils vous ont vendu le logiciel, vous ne le voyez plus jamais. Non. C'est vous qui connaissez normalement vos systèmes d'information, vous avez les compétences dans vos équipes informatiques. Chacun à son niveau peut faire les efforts. Et puis, challengez-les si vous voulez aussi, ça peut être pas mal. Donc, on va faire la guerre, les DBA contre ceux qui sont à l'API Gateway. Ok, je ne sais pas, il nous reste 2 minutes, si on a encore des questions. Ouais. Eh bien oui, monsieur. Voilà. Et ça n'a pas été facile parce que déjà, j'ai dû prévoir le truc 6 mois avant. Évidemment, à cause des grèves, ils m'ont squeezé le rendez-vous 2 jours avant. Et puis là, j'ai la chance, maintenant, j'ai bougé, je travaille sur Paris. Donc je suis au 34e, eux ils sont au 35e, donc c'est pas très loin. Donc en fait j'arrive à les pécho à la machine à café et on arrive comme ça à faire un peu de bruit. Mais c'est vrai quoi, c'était pas évident.
Encore une fois, c'est parce qu'un jour, on a eu cette chance-là. C'est le grand chef. Il est venu. Quand je dis grand chef, voilà, le patron de plus de 100 000 personnes. Et dans la stratégie, il a mis climat. Ah, tiens. Et il a dit, on a 3, dont une, c'est climat. Ah ouais. Vous voyez, déjà, quand ça commence comme ça, déjà, les oreilles sont ouvertes. Et donc après, une fois qu'évidemment le message est donné, chacun y voit évidemment sa stratégie. Il y en a qui sont à l'avance, d'autres en retard, d'autres qui ont déjà commencé. Voilà. Et en fait, vous adaptez. Ce qui est bien, c'est que toutes les bonnes pratiques, il y en a beaucoup, 491 là. Voilà, on en a tous même, il y en a même certaines évidentes que vous avez déjà mis en place, simplement parce que vous avez pensé performance, vous avez pensé économie, vous n'avez pas forcément pensé durabilité. Mais en fait, vous dites, oh bah tiens, ça, à l'époque, j'avais fait le truc, je l'avais éco-conçu. Voilà. Vous savez, souvent je discute aussi avec des gens qui font du développement. On met tout un tas de barrières, éviter les failles de sécurité pas forcément prévues, éviter aussi les mauvais requêtages SQL, etc. On se dit, tiens, ça, c'est quelque part, c'est aussi numérique responsable. C'est qu'au lieu de faire 250 fois une lecture, je vais faire une seule fois 250 lectures. Enfin, ouais, ce genre de truc, c'est pas évident quand on s'est développé, mais simplement le fait de mettre des barrières et dire toi tu passes pas en homologation si tu n'as pas fait ça, voilà, vous remontez ces chiffres-là et déjà vous montrez les codes qui ont été bien conçus et ceux qui sont à revoir. Ok. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère que c'était pareil pour vous. Bonne journée ici. Au revoir. Merci monsieur.